Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Sortie de classe. Écoute, c'est la 15e, 16e émission, 33 émissions que je vous ai fait de 2022-23. Si vous me dites qu'il n'y a pas de contenu à ludoka.ca, là, vous ne savez pas où cliquer. OK? Allez sur Sortie de classe, sur le podcast. Parce que en écrivant mon infolettre hier, je disais, j'essayais de faire une rétrospective de 2022-23. Ça tourne autour de ça, là, 33, 34 émissions, webinaires, Facebook Live que j'ai fait. Et je maintiens le rythme de au moins un par semaine, une émission par semaine, parce que je me suis dit, puis là on le voit, hein, que l'éducation c'est important, parce qu'on dit que, je ne sais pas si vous le savez, j'imagine que vous avez lu les journaux ou que vous lisez les articles qui sortent ces temps-ci, ça n'a aucun bon sens. Alors là, tout d'un coup, l'éducation est en premier plan, enfin. Pour les bonnes raisons, ça, c'est une autre histoire. Pour des bons débats, ça, c'est une autre histoire aussi. Je n'embarquerai pas là-dedans ce soir. Mais on vit présentement quelque chose de spécial. Si tu lis un peu, là, il y a des chercheurs d'un bord, il y a des chercheurs de l'autre, des universitaires d'un bord, des universitaires de l'autre. Nous autres, on est comme poignés entre les deux, puis on ne sait pas qui croire, qui écouter, qui suivre. Puis là, il y a quelqu'un qui dit quelque chose de pas pire, là, on a de l'air à vouloir se rattacher à un groupe, puis là, l'autre, quelqu'un dit non, 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 puis là, on est comme déchiré un peu, puis ça devient émotif, ces patentes-là. Ça vient qu'à un moment donné, on fait comme, j'ai envie de dire de la merde. Je vais continuer à faire ce que je fais, vous entendez même pas, de toute façon. Entendez-vous, puis quand vous serez sur la même longueur d'onde, vous viendrez me parler. Pour l'instant, moi, j'ai 25, 30 élèves dans ma classe avec différentes difficultés. Et puis, il faut que je vive là. Je n'ai pas le temps d'attendre la fin de votre débat. De temps en temps, c'est ce réflexe-là qu'on peut avoir, puis il est humain. Puis, je coche à côté de toi présentement, si c'est ça que tu fais, parce que je commence à en avoir un petit peu plein mon casque de ces débats-là. En tout cas, bon, OK, c'est bon. Hein? Tu as compris ce que je voulais dire. Écoute, aujourd'hui, on rencontre François Massé qui travaille en collaboration avec des centres de services, en fait, même des écoles et tout ça, pour mettre en place ce qu'on appelle des CAP. Il va nous dire c'est quoi des CAP, mais avant de passer à mon invité, je passe à mes petits messages d'intérêt public, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez en direct présentement, soit sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube du Centre d'apprentissage Ludoka, vous pouvez commenter en direct. Et même M. François, si M. François regarde à droite présentement dans son écran, il voit commentaires. Alors, il pourra voir vos commentaires et vos questions, toujours de façon respectueuse, évidemment. Alors, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez me suivre sur TikTok. Ben oui, je suis un TikToker, mesdames et messieurs, en devenir. Je parle d'éducation, je vais avec l'émotion aussi. Un des derniers vidéos que j'ai fait, c'est j'ai eu mon affectation, j'ai eu mon premier choix hier, je suis de retour à l'enseignement. Ben oui, moi, je suis une bébite de même. Au lieu de partir, je reviens. Alors, vous pouvez commenter toujours ces vidéos-là, ça me fait plaisir. Pour revoir l'émission, alors c'est ludoka.ca/sortie de classe. Laissez-moi quelques jours pour remettre ça en ligne. Et si vous ne voulez pas la regarder, mais vous voulez l'écouter, vous pouvez toujours suivre Pierre qui roule sur les principales plateformes de balado. Donc, gênez-vous pas. Et Pierre, vous voyez là en bas, là, Pierre Gagnon, ludoka.ca/lien, là, vous pouvez m'écrire aussi, ça va me faire plaisir. Je reçois plusieurs courriels et là, ça commence à être intéressant. J'ai des gens qui me posent des questions. Pierre, sur ton TikTok Live, tu as dit telle affaire sur les conséquences logiques. Moi, je suis contre ça, c'est pas vrai, telle affaire. Là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. C'est toujours fait de façon respectueuse aussi. Alors, voilà. Donc, en gros, puis si tu veux avoir des nouvelles de moi toutes les semaines, je ne suis pas vraiment tannant, là, puis j'essaie d'avoir une belle infolettre ensoleillée, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir d'autres critiques du débat et du chiolage dans une infolette. Le mercredi matin, 6h30, c'est pas vrai. Là. Donc, je ne suis pas dans ce genre-là. J'ai mes hauts et mes bas, évidemment, donc j'y vais souvent avec mon feeling. Puis, je suis un gars de dernière minute, fait que je fais ça le mardi soir avant de me coucher, puis tu l'as ce jeu mercredi matin, 6h30, ping, dans le courriel, mesdames et messieurs. Alors, gênez-vous pas, puis tu peux toujours te désabonner. Alors, sans plus tarder, je passe à mon invité, François Massé, tout de suite après ceci.
Monsieur François Massé, bonsoir. Salut Pierre, plaisir de t'avoir, de pouvoir jaser avec toi ce soir. C'est un plaisir aussi. François, tu m'as dit que je pouvais te tutoyer, je vais essayer. On ne se connaît pas du tout, on s'est connus il y a 3 minutes et quart à peu près. Merci d'être avec nous, c'est super le fun. Donc, je vais essayer de tutoyer, mais ça se peut que ça vous-tu. Un vieux réflexe de vieux garçon. Je vais te rappeler à l'ordre. Merci. François, je vais te laisser quelques minutes pour te présenter. T'es qui, tu fais quoi dans la vie et pourquoi tu es là ce soir à nous parler des CAP? Ben écoute, quand on me pose la question, je reviens toujours à l'essentiel. Je suis d'abord un enseignant. J'ai été enseignant pendant une douzaine d'années, en fait, dans ma belle province de l'Ontario, dans les écoles de langue française. Et puis, j'ai ensuite accepté un poste de direction d'école pendant environ 5 ans. Puis ensuite, je suis devenu DGA. En Ontario, on appelle ça des surintendants. Mais bon, c'est à peu près les mêmes fonctions de DGA. Et puis, j'ai eu le privilège de travailler pendant 15 ans dans la grande région d'Ottawa à soutenir, mobiliser, travailler avec une cinquantaine d'écoles à développer, à réfléchir au concept d'une communauté d'apprentissage professionnel. Des concepts qui existent, en passant, Pierre, depuis 75 ans. Fait que je veux juste d'emblée dire, c'est pas une mode, c'est pas quelque chose de nouveau. J'aurais aimé ça le savoir auparavant quand j'étais enseignant, voire direction. Mais j'ai finalement trébuché sur ces concepts-là en 2001, où j'ai eu le privilège de rencontrer des gens qui ont réfléchi bien plus, de façon beaucoup plus exhaustive sur ces concepts-là pour les implanter dans des écoles pour qu'elles deviennent des écoles performantes. Et à ce titre, ben, j'ai eu l'occasion de vivre avec des équipes d'enseignants toute cette mouvance-là à développer les principes d'une communauté d'apprentissage professionnel. Donc, qu'est-ce qu'une CAP, qui est une communauté d'apprentissage professionnel? C'est quoi cette patente-là? Là, c'est le commun des mortels des profs qui en ont déjà roll-pompon. Hein? On va en parler tantôt parce que je t'ai annoncé sur différents groupes Facebook. La réception n'a pas été... ben, il y avait des bons commentaires, évidemment. Il y en avait des moins bons. On va en parler plus tard, mais c'est quoi cette patente-là, une CAP de façon vraie là, dans la vie de tous les jours d'un prof là, ou d'une école? Ben, tu sais, une communauté d'apprentissage professionnel, c'est... D'abord, je peux vous dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une rencontre. C'est pas une rencontre d'enseignants. C'est pas une réunion du personnel. C'est pas une initiative parmi tant d'autres dans une école. C'est vraiment une transformation culturelle du milieu. Oh, c'est bon, ça c'est bon, ça. C'est une transformation culturelle du milieu. OK. Et c'est pas rien ce que tu viens de dire là. Hein? Non, ça s'assoit sur 3 principes importants. Le premier principe, c'est celui qu'on a comme personnel, comme école, comme centre de service, en fait, on a des attentes élevées pour tous les élèves. La notion d'avoir des attentes élevées pour tous les élèves. En fait, ce que ça sous-entend, c'est qu'il y a des mêmes attentes élevées pour tous les élèves. Vous savez, depuis 100 ans, on a des écoles, hein, on façonne des écoles, on développe des écoles. Et l'idée première de façonner des écoles, c'était pas nécessairement d'assurer la réussite de tous les élèves. En fait, c'était pas le principe de base, c'était sélectionner les élèves. L'école était là pour faire en sorte qu'on puisse discriminer entre les élèves. Et on a encore des relents de ça aujourd'hui, à tort et à travers. Puis en fait, tout ce que je vais dire ce soir, Pierre, je veux bien qu'on l'encadre autour de cette notion que ce n'est pas les enseignants qui sont au banc des accusés, mais bien une culture qui a façonné un milieu, qui a amené les enseignants à porter des gestes, à agir de façon à faire en sorte qu'on a ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a 3 idées principales derrière une communauté d'apprentissage professionnel. La première, c'est des attentes élevées. La deuxième, c'est que si on propose le fait qu'on va présenter à nos élèves des attentes élevées, il faut le faire en collaboration. Et bonne nouvelle en passant, Hattie vient de nous présenter sa dernière version de Visible Learning, de Sequel. Puis, le constat est le même après 14 ans de la première parution, c'est que enseigner, c'est un sport d'équipe.
c'est qu'ensemble, on va arriver. Je ne peux pas demander à un enseignant tout seul dans sa salle de classe d'amener tous les élèves à la réussite. Mais quand on crée un système qui fait en sorte que les enseignants collaborent de façon efficace, il y a plus de chances. Puis la troisième grande idée, c'est que nous utilisons des données de rendement d'élèves pour prendre des décisions. Yesh! T'en vas dans un sujet corsé, là, Ouais, je M. sais, Massé. je sais. J'ai fait 3 émissions, c'est données probantes, et puis là, on n'en fera pas de 4e, c'est pas vrai. Non, mais je Mais comprends ce que tu en veux dire. gros, là, c'est les 3 grands principes. L'idéologie derrière. L'idéologie, c'est que l'équité en éducation, c'est les mêmes attentes pour tous les élèves. Ça, c'est la première chose. C'est qu'on ne négocie pas sur les attentes élevées. C'est qu'on ne module pas nos attentes en fonction du niveau de préparation de nos élèves. C'est que peu importe le On niveau de s'attend à ça. mêmes attentes. Et on sait que les élèves, tu le sais assez bien, Pierre, pour avoir œuvré dans une salle de classe pendant un certain nombre d'années, que nos élèves ne nous arrivent pas avec le même niveau de préparation au départ. On le sait, ça. Ah non, c'est assez... On le sait, ça. Ouais. Hein? Ça ne prend pas longtemps à passer du temps dans une salle de classe pour s'apercevoir que nos élèves, il y a des élèves là, il y a des élèves là, il y a des élèves en bas, et un peu partout. C'est un peu comme gérer un troupeau de chats, là, tu sais. Ouais, ouais. Et l'idée derrière, c'est que l'enseignant dans sa salle de classe, il n'y a pas de contrôle sur le niveau de préparation des élèves qui arrivent, mais il y a un contrôle sur la destination à laquelle il veut les amener. Et ça, pour moi, ça a été une révélation en 2001, quand j'étais DGA pour la première fois. J'aurais aimé savoir ça comme direction d'école, comme enseignant, mais je ne l'avais pas. Mais quand je me suis assis dans une salle à Phoenix en 2001, j'ai rencontré mon mentor à devenir, parce qu'il deviendra mon mentor par la suite, Dr. Rick Dufault, qui exprimait en quelques mots cette idée-là d'avoir des attentes élevées. J'ai compris tout à fait la mission d'une école. La mission d'une école, c'est que peu importe le milieu duquel proviennent nos élèves, on peut les amener à maîtriser des attentes élevées. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée qui s'ensuit, qui est nécessaire, c'est que nous allons devoir le faire en collaboration. En fait, je dis souvent en accompagnement, quand j'accompagne les centres de services, c'est pas mes élèves et tes élèves, ce sont nos élèves. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Là. Je m'enlignais là-dessus. Là. Et la troisième idée, c'est que l'enseignant a besoin d'informations sur l'efficacité de ses pratiques pédagogiques. Tu sais, on a beaucoup un débat présentement sur tu l'as bien dit d'emblée ce soir, on va-tu par pédagogie par projet, on va-tu en enseignement explicite? En fait, toutes ces réponses sont bonnes. Tant et aussi longtemps que ça a un impact sur le progrès et la réussite des élèves. Puis Hattie, j'ai eu l'occasion d'organiser un colloque, une rencontre en Teams il y a 4 semaines passées avec John Hattie. Puis un des premiers commentaires qu'il a fait dans sa conférence, c'est celui-ci. Il dit, on ne pose pas les bonnes questions aux enseignants. On ne les interpelle pas avec les bonnes questions. Ce n'est pas quelle stratégie tu utilises, c'est est-ce que ce que tu fais a un impact sur le progrès des élèves? Et pour moi, ça change la donne. En anglais, on dit « it's a game changer ». Oui. Là, tu m'as parlé des 3 choses qui composent. Okay? On parle d'avoir des attentes élevées, on parle de travailler ensemble parce qu'un prof n'y arrivera jamais seul, ça c'est clair. Puis on parle de me baser sur des données, appelons-la comme on veut, là. Okay? Des résultats, des faits, des patentes, des gogos. Des observations pour dire que ce que j'ai fait hier, j'ai peut-être pas atteint l'objectif que je voulais. C'était peut-être pas le bon moment dans la journée non plus. Il y a plein de facteurs. Nous autres, c'est ça aussi, hein? On s'entend là-dessus. Exact. La chicane dans le cours de récré, on ne l'avait pas vu venir. Bon, puis on viendra à ça aussi sur la nécessité de créer une école efficace. Il y a 7 corrélats des écoles efficaces qui existent depuis les années 68. Là. Après le rapport Coleman aux États-Unis, Lawrence Lazat et Ron Edmonds ont entrepris des recherches significatives à savoir comment les écoles qui, dans des mêmes milieux, amènent un grand nombre d'élèves à la réussite et d'autres. Il a sorti 7 caractéristiques des écoles performantes. D'abord, un milieu sécuritaire et ordonné. Et ça, là, c'est pas de mince affaire, là, on s'entend. Là. Non. C'est pas impossible non plus. C'est pas impossible non plus. Non, en fait, non, pas du tout. J'ai des exemples concrets au Québec. J'ai des centaines d'écoles au Québec qui ont placé en fait, cette priorité-là de créer un milieu sécuritaire. Tu sais, un élève qui rentre le matin, là, puis qui a une chicane, là, ça se tiraille dans le corridor, tout ça, ça a-tu un impact sur la salle de classe, ça?
clairement. Définitivement. Ouais, L'enseignant est obligé de récupérer ça. ouais. Alors, Mais un milieu sécuritaire et ordonné, ça veut dire que les enseignants et les enseignantes, ensemble, sont d'accord qu'on va installer des protocoles qui vont permettre aux élèves de se retrouver dans un milieu sécuritaire et ordonné. Puis laisse-moi juste terminer, Pierre, en disant ceci. En sortant de la COVID, là, s'il y a bien une chose que les élèves ont besoin, c'est un milieu sécuritaire et ordonné. ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ben, ça l'était aussi avant, mais encore plus après. Tout à fait. Mais quand on parle d'environnement sécuritaire et ordonné, on parle aussi pas juste pour les élèves, mais tout adulte qui y travaille. Bon, et tu viens de frapper le marteau sur le clou. Un milieu sécuritaire et ordonné pour les adultes. Tu sais, en accompagnant des écoles, je suis souvent confronté à des enseignants qui ont développé un certain cynisme par rapport au changement. Avec Mhm. raison en passant. Ben oui, clairement, parce que du Parce moment qu'il que y a une autre partie d'une autre couleur, ils vont tous faire quelque chose de plus beau que l'autre d'avant. Là. depuis 75 ans, ce qu'on fait, là, c'est Ben, qu'on propose fatigant. des changements. OK? Je vais donner Ouais. une analogie. C'est comme un autobus. L'autobus représente le changement. Puis on prépare un autobus, on sort ça du garage, puis là, ça s'en vient, puis là, tout à coup, il y a des résistants. Avec raison en passant. Ben oui. Puis dans 100 ans de confrontation entre les deux, savez-vous qui a gagné? Les résistants. Fait qu'on a pris l'autobus, on l'a mis de reculons, puis on l'a remis dans le garage. Puis là, après ça, il y a quelqu'un qui est venu, il a peinturé l'autobus d'une autre couleur, hein, un autre On est changement. reparti. On a ouvert la porte de garage, on repart encore, puis qui arrive? Les Mais résistants. Mais c'est peut-être, François, puis ça, on en reparlera plus tard parce que je vais revenir au cap, OK? C'est peut-être aussi, c'est peut-être parce qu'on ne l'a pas bien présenté, l'autobus non plus. Ben, en fait, c'est Tu sais, je veux toujours. dire, parce que, tu sais, un autobus, là, l'autre arrive avec, ben, là, c'est une autre patente, là, elle va plus vite, elle va être plus performante, elle est encore plus belle, il y a plus de confort, il y a de café fourni dedans, t'imagines-tu? Puis finalement, Les sièges chauffants. bon, tu sais, ça marche pas tant. Puis là, ben oui, blablabla, bla, bla. 4 ans plus tard, c'est quelqu'un d'autre qui nous amène un autre autobus qui va être encore plus meilleur, tu sais, comme genre. Peut-être que le changement est mal présenté, peut-être. En fait, c'est toujours là où le bas blesse dans la majorité des organisations publiques et privées. C'est la gestion de ce changement-là. OK. Et je reviens à la CAP, parce que je veux Oui, finir la définition de la CAP. oui. Fait qu'il y a 3 grands principes que vous retenez maintenant. Maintenant, il y a 4 piliers dans une CAP. Puis tu auras remarqué, Pierre, je ne parle même pas de rencontre personnelle encore. Non, non, c'est ça, parce que ma deuxième question, c'est qui fait partie de ça, là? C'est ça. C'est ça. Alors, en fait, je vais répondre tout de suite, tout le personnel. Tout le personnel qui a à interagir avec les élèves, avec la clientèle. Alors, les 4 piliers, là, il y a 4 piliers dans une communauté d'apprentissage, et ça, c'est documenté depuis les années 80. En fait, une des premières écoles qui a mis en place de façon spécifique et organisée, c'est Adlai Stevenson High School, qui est une école secondaire de 4800 élèves, 5 pavillons. C'est en fait le test, ça a été le test ça, pour vraiment créer ça. Il y a 4 piliers. D'abord, on a des valeurs communes. Donc, il y a une mobilisation autour du fait qu'il faut engager tout le personnel à définir nos valeurs. Qu'est-ce qui nous représente? Dans notre Et cœur, c'est quoi nos valeurs de notre école? les valeurs d'une école à l'autre ne devraient pas différer tant que ça. Oui, elles peuvent, parce que Oui, oui, voici. je sais, mais pas d'une extrême à l'autre, Non, non, quand même. en fait, je vais demander au personnel. Quelles sont les valeurs, selon vous, qu'on devrait soutenir, qu'on devrait vivre dans notre école pour devenir une école? Alors, c'est sûr, ça revient toujours au même terme. C'est respect, engagement, intégrité, persévérance. J'ai même vu dans certaines écoles plaisir. Puis, avec raison. Parce J'espère que, qu'on a du fun. ben, voyons, tu sais, si moi, j'ai pas Sinon, de fun comme enseignant, les élèves vont avoir du fun, tu penses? non, ça c'est clair. Alors, les valeurs, elles doivent être co-construites avec le personnel. C'est ça le début d'une carte. C'est même OK. pas les stratégies pédagogiques, ce qui se passe en salle de classe, c'est créer un lieu d'apprentissage. Les valeurs doivent être traduites dans des comportements. Et c'est là où le bas blesse parfois. Parce que qui est contre la bienveillance? Entre toi et moi, Pierre. Hein? Le mot est égalvaudé, bienveillance, on dit ça à outrance, c'est parfait. Quasiment tanné d'en parler. Ben, moi aussi. Mais quand on définit bienveillance par un comportement que les adultes doivent adopter entre adultes, là, on parle de d'autres choses.
C'est-à-dire, tu sais, juste se saluer dans le corridor. Bon, on est loin de la salle de classe pour l'instant, mais on n'est pas si loin que ça, OK? Non, je Parce suis d'accord que, avec toi. On parce commence que, là. écoute, tu passes la majorité de ta vie éveillé comme adulte si tu es enseignant d'une école. Ouais. Tu aimerais tout bien même que cette école-là soit un milieu qui est quoi? Sécuritaire, ordonné pour les adultes, Accueillante, accueillante, bienveillante. civilisée. Mais tant qu'on n'a pas défini un comportement d'adulte à adulte, on est bon pour définir des comportements pour des élèves. Ça, on est bon. Mm. Mais là où parfois on est plus fragile, plus franchon, c'est comme entre adultes. Tu sais, se saluer par notre prénom dans le corridor quand on se rencontre. Moi, je me souviens, ma première année d'enseignement, là, c'était pas une école où on faisait ça. Je te laissais à moi-même. Mais en fait, Et j'avais à composer avec des classes difficiles, mais j'étais seul. Puis en passant, là, j'utilisais les meilleures pratiques pédagogiques que j'avais dans mon coffre à outils. Jamais j'ai rencontré un enseignant qui disait, tu sais quoi, m'a commencé avec mes pires pratiques pour le début de l'année. Là. Puis après ça, m'a mettre les meilleures pratiques en milieu d'année, puis m'a finir avec un bang avec mes meilleures pratiques. L'enseignant, il enseigne avec les meilleures pratiques au début. Fait que tu veux que cet enseignant-là soit capable de se retrouver dans un contexte où il va partager ses pratiques avec d'autres enseignants. et qu'il soit à l'aise de le faire, Dans un contexte sécuritaire et ordonné, de confiance, sans jugement. d'humilité. On laisse Parce que l'ego à la porte. je vais faire une parenthèse. J'ai vécu dans quelques écoles des présentations des ressources humaines sur le civisme, l'incivilité et la civilité. Et souvent, les profs, avant la rencontre, ils disaient c'est quoi cette affaire-là, cette patente-là, ne me tente pas pantoute. J'ai dit un instant, il y a des choses que l'on fait ou que l'on dit qui ne devraient pas être faites ni dites. On ne se rend pas compte que c'est de l'incivilité. On met les gens mal à l'aise sans le vouloir, sans le savoir que ça en est. Ne pas dire bonjour, c'est un manque de civisme. C'est incroyable. Là, même, on n'est pas obligé de s'aimer, de se frencher et d'aller prendre 8 bières après à tous les jours. On n'est pas là. Mais il y a une limite à ne pas être accueillant. On s'entend? Donc, les valeurs. Ensuite, le deuxième pilier, on va... Le deuxième pilier, c'est la notion de mission. Pourquoi est-ce qu'on est là? Et ça, mon ami, là, ça, c'est un enjeu majeur. Pourquoi tu te lèves le matin et tu vas à l'école? Pourquoi tu t'habilles, tu prends l'auto, tu te rends à l'école? Pourquoi? Et ça, il faut que ça soit un énoncé, un libellé, 10, 15 mots qui galvanise, qui crée ce sentiment d'appartenance à une école. Tu sais, je reviens toujours dans l'accompagnement. J'avais une école qui a travaillé 10 ans de temps sa même mission. Chaque jour, chaque élève va vivre un succès. On commençait nos réunions comme ça. Là, je sais que je me fais accuser de licorne, puis de Walmartisation de l'éducation, puis... Walmartisation? Oui, on sait que la compagnie Walmart, là, les employés, le matin, avant qu'ils ouvrent les portes, là, ils se réunissent, là. Ils se réunissent, puis... OK, dans ce principe-là. OK, oui, je comprends. C'est ça, Kumbaya, tout ça. Tu sais quoi? Moi, ça m'étonne toujours au Québec que le matin, puis je disais ça justement ce matin à des navigateurs, je disais ça ce matin, ça m'étonne toujours qu'il n'y a pas un moment pour annoncer la journée commun à tout le monde. Il y en a des écoles qui le font, mais pas tous. C'est pas une pratique commune. Où il y a une annonce ce matin. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le mercredi 31 mars. Bienvenue pour cette belle journée d'apprentissage. Aujourd'hui, on aimerait accueillir Mme Lise, M. Luc, Mme Sans Façon, M. Gendron, suppléants aujourd'hui qui s'en viennent nous donner un coup de main. Ça, là, ça donne le ton à la journée. On fait du Jacques Demers, me semble. Oui. Ben, tu sais quoi? Enseigner, c'est un sport d'équipe. Ah oui. Les coachs de hockey, là, oui. C'est pas nécessairement les meilleurs joueurs de hockey. Ben non. Les coachs tout court, c'est pas nécessairement les meilleurs. C'est des gens, par contre, qui sont capables de quoi? De mobiliser le potentiel et les compétences de chacun des joueurs dans un système de jeu. Tu vois, là, on commence les finales de la Coupe Stanley. Là. Ouais. L'équipe qui va gagner, là, c'est l'équipe qui va respecter le système de jeu. Et dans une école, je t'avouerais que c'est le même parallèle. Fait que ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est la vision. Quelle sorte d'école voulons-nous devenir dans 5 ans? Une école reconnue pour ses pratiques pédagogiques
efficace, pour son accueil, pour son désir de vouloir s'améliorer continuellement. Ça, c'est une école performante. Ça prend un libellé. Ça prend quelque chose, encore une fois, dans les assemblées générales qui commencent nos réunions. Et le quatrième pilier, et celui-là, je vais te dire, on est dans les projets éducatifs en ce moment, là. Mhm. Je Un sais. nombre restreint de priorités. Douglas Reeves, un de mes collègues que j'admire, j'estime énormément, écrit un livre, Learning Leadership, puis il a fait une étude de 2000 écoles. Puis il a étudié les projets éducatifs. Il a dit les écoles qui ont 3 priorités au moins ont significativement amélioré la réussite des élèves que des écoles qui avaient 4 et plus de priorités. On en a trop. On court après plein de lièvres. Ça peut être comme quoi une priorité? Bien, il y a 2 ordres de priorités. Mieux-être des élèves. On va améliorer le bien-être, le mieux-être des élèves. Et évidemment, la priorité première qui est l'académique. L'académique. Quelle priorité académique allons-nous privilégier dans les prochains 3 ans? Allons-nous privilégier, par exemple, la lecture, l'écriture, les mathématiques, les sciences, l'univers social, les mathématiques, le français, l'anglais? Je viens de nommer, là. Puis je viens de nommer de façon stratégique. Parce que ça, c'est des matières essentielles. Ouais. Quand je reviens, laisse-moi juste revenir un pas en arrière sur les attentes élevées. Et ça, là, mon ami Pierre, là, ça, là, c'est un défi énorme. L'attente élevée, là, dans une école efficace, c'est l'obtention du diplôme d'études secondaires. Point à la ligne. Si une école, surtout secondaire, bien, je vais revenir au primaire, mais au secondaire, la barre ultime, là, c'est l'obtention du diplôme. Parce que le diplôme d'études secondaires représente la clé pour avoir une panoplie de choix pour l'élève. Formation professionnelle, milieu du travail, cégep, collège, université. Quand on commence à réduire les attentes chez les élèves, on réduit leurs options. Voyez-vous, le diplôme d'études secondaires, ça sert à tirer tous les élèves vers le haut. On m'accuse souvent de baisser les attentes, puis de réduire les attentes, tout ça. Ben, regarde, moi, je viens de le nommer, là. Puis la deuxième définition des attentes élevées, c'est niveau scolaire ou mieux. Et ça, c'est l'opérationnel. Niveau scolaire ou mieux, ça veut dire que nos élèves du présco à la première, de la première à la deuxième, de secondaire 1 à secondaire 2, de secondaire 2 à secondaire 3, arrivent au même niveau de préparation. Je ne sais pas, Pierre, si tu as déjà observé ça en début d'année, que tes élèves sont arrivés au même niveau de préparation. Non, jamais. Mais moi, j'ai marché dans ces écoles-là. Puis c'est pas des lunettes roses, c'est pas une licorne, c'est une planification de cette possibilité-là. Puis on va revenir tantôt à ça. Mais Ça, c'est les 4 piliers. c'est un changement de culture assez incroyable. C'est énorme, je te le disais d'emblée. Mais je vais te poser une question, là, parce que je veux qu'on revienne, parce que le temps passe vite, hein, tu le sais, là, je ne sais pas si tu as vu, là, mais ça avance assez vite. Ce changement de culture-là n'est pas bousculé par le fait que les profs changent beaucoup, on va avoir une direction d'école aux 5 ans, mettons. C'est pas simple, c'est pas comme, mettons, j'arrive, moi, puis j'ai mon entreprise à moi, puis j'instaure une culture dès le début. Je vais être le boss à vie, là, si tout va bien, là, tu sais. Que les employés changent ou pas. Premièrement, je vais sélectionner mes employés qui vont avoir les mêmes valeurs que moi. Déjà là, en partant, là, on est à 2 prises là, de ce côté-là, puis c'est correct, je ne tombe pas là-dedans. Mais on est un peu menotté, si on veut, par le changement de personnel et tout. C'est difficile de garder une culture dans une école ou une entreprise si le personnel change beaucoup. C'est pour ça que dans l'accompagnement, je rappelle toujours que la direction d'école doit être accompagnée de 4-5 enseignants qui vont être la première équipe. Il y a 3 équipes dans une CAP. Il y a l'équipe de leadership qui garde une vigie sa culture. Je vais donner un exemple. Lac des Filles, qui est une école de référence qu'on a maintenant, qui a des taux de réussite absolument incroyables. Jocelyn, qui était là, Jocelyn, il a travaillé à faire en sorte de créer chez ses enseignants ce leadership-là. C'est un partage de leadership. Là. Quand
j'étais en rencontre récemment, puis la nouvelle direction est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 4 enseignants, ils ont entouré cette direction d'école-là, puis ils ont dit, là, avant que tu fasses quoi que ce soit, là, voici notre plan. Voici où on s'en va. Puis la direction a témoigné, puis elle disait, hey, moi, je suis arrivé là, puis le train est parti, là. Moi, j'ai juste applaudi, j'ai soutenu. Je me suis assuré que les enseignants avaient besoin de ce dont ils avaient besoin pour effectuer le travail qu'ils avaient à faire. Mais François, la direction qui a été choisie pour être dans cette école-là savait que le train était parti. Là. Oui. Et ça, comme centre de service, comme DGA, comme DG, c'est pour ça que le mouvement CAR comprend 3 paliers de soutien. Les DG d'abord. Les DG ont été interpellés d'abord sur ces notions-là de communauté d'apprentissage professionnel. Puis ensuite, il y a les COP. C'est une approche tripartite. Tu as les DG, puis après ça, tu as eu les directions d'école qui, ensemble, c'est un endroit où ils se soutiennent sur le développement de ce mouvement-là et les caractéristiques d'un leader dans ce mouvement-là. Puis ensuite, il y a le 3e palier où là, j'interviens avec les équipes écoles, avec la direction et 4-5 enseignants qui, ensemble, forgent le consensus sur les valeurs, la vision, la mission, qui gardent une vigie là-dessus, qui créent un horaire de collaboration dans la journée contractuelle. J'ai entendu tes commentaires aussi. C'est une tâche ajoutée. Non, ce n'est pas une tâche ajoutée, c'est au lieu de. Ce n'est pas en plus de. Les gens qui comprennent que les CAV, c'est en plus de, n'ont pas compris le principe. C'est difficile d'entrer en conversation avec des gens qui le voient comme un ajout. Ce n'est pas un ajout, c'est au lieu de. Tu fais une planification individuelle, tu en fais une, Pierre, comme enseignant. Tu fais tes samedis, tes dimanches, tes soirées après. Mais moi, je te dis, Pierre. Plus maintenant, non. François, plus maintenant. Mais moi, je dis non! Regarde, Pierre, je vais t'asseoir avec ton équipe de maths, ça, puis tu vas avoir du temps dans la journée contractuelle pour faire la planification. Pour moi, ça change la donne complètement. Puis il y a 5 questions dans une équipe collaborative. Ça, on le sait maintenant, puis ça aussi, c'est égalvaudé. Il y a 5 questions, puis c'est dans cet ordre-là. Quand des équipes d'enseignants, moi, là, il n'y a rien de plus beau que je vois. Quand j'ai 4-5 enseignants de mathématiques de secondaire 4, puis je t'informerai, Pierre, que moi, mes maths comme élève au secondaire, c'était un souvenir douloureux. Fait que moi, comme direction d'école, là, je ne peux pas appuyer des enseignants de mathématiques. Mais elle m'a dit quelque chose. C'est-tu qui peut appuyer un enseignant de mathématiques? Un autre enseignant de mathématiques. Ouais. Fait que quand ils sont assis ensemble, ils se posent 5 questions. D'abord, la première, qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent? Une clarté précède la compétence. Puis quand un enseignant a une clarté sur les intentions pédagogiques, il est 2 à 3 fois plus efficace qu'un enseignant qui navigue à l'aveugle. Point à la ligne. On le sait, ça. En fait, c'est les travaux de Marzano, de Hattie, de Saphir. Je peux t'en nommer une quinzaine si tu veux, puis je vais te donner les liens après si tu veux. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que des enseignants sont appelés à s'approprier le curriculum. Le PFEQ puis la PDA, là, de par leur nature, sont un petit brin ambitieux. Tu l'as vécu, je suis sûr. On essaie de fitter ça dans ça. Imagine-toi là, la pression sur le prof et imagine-toi la pression que ça dégage vers qui? Les élèves. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on veut que nos élèves sachent, fassent comprendre? Ça, c'est la première question. Deuxième question, comment on va le savoir? La question d'évaluation, c'est la deuxième question. Sais-tu que l'évaluation en ce moment, c'est épouvantable? Je ne peux pas évaluer quelque chose si je ne sais pas ce que je veux que les élèves apprennent comme première intention. Fait que on parlait pédagogie par projet, enseignement explicite. Peu importe les deux, là. La prémisse de base, c'est que j'aille en pédagogie par projet ou enseignement explicite, l'enseignement, en fait, a été dit les apprentissages en surface puis les apprentissages en profondeur. Ben, les deux sont nécessaires. Alors, c'est-à-dire qu'un élève qui fasse un projet ou qui a de l'enseignement explicite, il doit avoir une intention pédagogique claire qui lui est présentée. Pourquoi je fais ça? Point à la ligne. C'est le début du commencement. Alors, moi, je veux que les enseignants s'assoient ensemble, les 4-5, puis qu'eux autres décident. Pour moi, là, je vais emmener 2 mots que tu as déjà entendus. L'autonomie professionnelle. Ouais. Hein? C'est galvaudé, ça, hein? Ça, sérieusement, je suis aussi un peu tanné, puis il n'y a rien de méchant dans mes collègues qui y tiennent.
Mais en même temps, je trouve que parfois, il y a le dos large. Ça a le dos large, l'autonomie professionnelle. Mais l'autonomie professionnelle, la définition pour moi, là, quand j'accompagne mes écoles, c'est de leur dire ceci. C'est de remettre le pouvoir décisionnel de ce qui se passe en salle de classe à des équipes d'enseignants. La sagesse d'une équipe d'enseignants est on ne peut plus extraordinaire. Moi, je n'ai jamais été déçu quand j'ai assis 4 profs de secondaire 4 autour d'une table qui avaient à réfléchir sur les concepts mathématiques. Moi, je ne sais pas ce qu'ils disaient là. Je n'avais aucune idée. Non, tu ne comprenais pas. Mais eux autres, ils comprenaient. C'est ça qui est important. Fait que quand ils précisent qu'ils veulent qu'ils apprennent, qu'ils précisent les critères sur lesquels on va les évaluer. Sais-tu qu'il y a une variance? Gosky nous rappelle ça, hein? Dans What We Know About Grading, il dit ceci, il dit il y a une variance. Quand 4 enseignants regardent le travail d'un élève et on leur demande individuellement de donner je vais dire un jugement, mais une appréciation de la qualité du travail, il y a une variance de 25 points de pourcentage quand on utilise un barème de 100 points. Imagine au Québec, à travers le Québec au complet. En fait, j'ai fait de la correction collective je ne nommerai pas la région, là, avec des centres de services pour les épreuves ministérielles de secondaire 4, on a observé des variances de 45 points de pourcentage. Et entre certains profs, là, entre certains profs. Les profs, à regarder une même copie. Et le ministère le sait. Le ministère le sait tellement qu'il procède à une opération l'été qui s'appelle la modération. Pour retenir les profs dans leur... Il y en a qui sont trop rigoureux, il y en a qui ne le sont pas assez, et donc il faut modérer. Et ça donne des exemples comme la jeune fille l'été passé de 15 ans qui a réussi son examen ministériel de mathématiques en secondaire 4 avec 72 %, mais après la modération, a fini avec une note finale de 53. En fait, je pense exactement que c'était 42. Je veux qu'on revienne à la CAP. François, non, mais écoute, François, je pense, on pourra parler des heures, on s'entend là-dessus. Il me reste une vingtaine de minutes. Puis, là, tu as parlé de 3 équipes. La première, c'est le leadership. L'équipe de leadership. 4-5 enseignants qui gardent une vigie sur la culture. Bon, attends un peu. Ils organisent un horaire pour les rencontres d'équipe. Bon, attends un peu. Là, la question, je vais dire comme Paul Arcand, que tous mes auditeurs se posent présentement. C'est quand est-ce qu'ils se rencontrent, eux autres? Est-ce que c'est reconnu, ce comité-là, de patente de plus? Là, je dis de plus, mais c'est voulu. Là, on s'entend là-dessus? Oui. Est-ce que ça rentre dans ma tâche? Oui. Bien, en fait, il faut. Parce qu'encore une fois, la collaboration par invitation, ça fait pas long feu. Fait que oui, effectivement, il faut que ça soit reconnu dans la tâche. Donc, il faut que ça soit reconnu dans du temps où est-ce que les enseignants contribuent à façonner la culture. Maintenant, ça, tout le monde est d'accord là-dessus? Là? Tout le monde, ça va bien, ça, quand on instaure ça quelque part? Non, Pierre. Non. La gestion du changement, c'est à géométrie variable, on s'entend. OK. Ça dépend, après ma barre, si les gens sont prêts à adopter, à travailler ces principes-là. Ça, c'est la première chose. Mais oui, dans les écoles de référence et dans des... Je te dirais à peu près, maintenant, je peux dire avec une certaine certitude, environ 300 écoles, ces équipes de leadership-là sont en place au Québec. Puis elles se rencontrent à peu près aux 6 semaines. OK. Deuxième équipe? Équipe de collaboration. Ça, c'est tes équipes. Ça, c'est le moteur des CAP. Tes équipes de collaboration, c'est entre 3 à 6 enseignants qui ont le mandat de répondre à 5 questions. Qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent? Comment on va le savoir? 2 premières questions. Ensuite, les questions 3 et 4. Les questions 3 et 4, c'est les stratégies. Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui n'ont pas appris? Et qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui ont appris? Et ça, c'est la première personne du pluriel. Ouais. Hein? Nous, qu'allons-nous faire avec les élèves? En fait, un enseignant, il devrait avoir autant d'intérêt à ce que son collègue réussisse avec les élèves qui se trouvent dans sa classe que les propres élèves qui se trouvent dans sa classe. C'est pas culturellement instauré, ça. Exact. C'est mes élèves, les miens font ça, les miens sont rendus là, j'ai fini le programme, peut-être pas toi. Exact. OK. Exact. Puis la 5e question. C'est intense, François, comme changement. Non, je sais. C'est pour ça que tu as les commentaires que tu as. Exact. Troisième équipe? La 3e équipe, c'est l'équipe d'intervention. Ça, c'est nos spécialistes dans l'école.
Les gens les plus perfects, tu sais, tes orthophonistes, orthopédagogues, psychoéducateurs, TES, tes gens qui ont une formation vraiment solide, qui prennent en charge nos élèves les plus à risque. Et là, je t'amène le concept de la RAI, une autre toilette galvaudée. Là, je m'en allais là aussi, là. Je m'en allais là aussi, là. Ouais. Fait que ton équipe d'intervention, là, elle prend en charge ton 5 à 8 des élèves les plus à risque. Le problème au Québec actuellement, c'est qu'il y en a 30-40 Tu sais, j'ai rencontré une enseignante de Parce que, François, parce que j'utilise pas les bonnes stratégies, moi, dans ma classe, c'est parce que... Ben, je vais faire attention. Est-ce que, ben c'est ça, parce que là, tu dis ça, le premier réflexe que moi j'ai, Oui. c'est de ma faute. Ben, en fait, c'est pas toi ta faute. C'est la stratégie qui n'a pas été efficace. Et ça, il faut dissocier les deux. OK. C'est pas parce que toi, tu es un mauvais enseignant que la stratégie a été inefficace. Mais ça me prend un forum. Pierre, enseignant, François, enseignant, et ça me prend un forum en palier 1 d'enseignement universel où je vais m'asseoir avec toi. Puis je vais réaliser quelque chose. Moi, là, j'ai enseigné le concept mathématique suivant. Mes élèves, ils ont poché royalement. Toi, ils ont tous réussi. Ça se peut-tu d'une école qu'un enseignant enseigne mieux un concept mathématique qu'un autre enseignant? Moi, oui, ça, c'est clair. Alors, moi, je vais avoir un On a même nos forum. matières préférées, François. Exact. Au Moi, je vais primaire, avoir on a un problème avec ça, hein? Oui, puis en fait, on est en train de les ghettoiser pour se les approprier, Ouais. tandis qu'on devrait avoir un enseignement universel efficace. Oui. Et donc, moi, là, je veux savoir, Pierre, comment t'as enseigné le concept du théorème de Pythagore? Tous tes élèves ont réussi. Là, tu me dis, ben, on a fait ça, ça, ça. Hey, je ne connais pas ça. Écoute, je peux-tu aller voir dans ta salle de classe comment tu l'as enseigné? Parce que moi, ça pourrait bénéficier peut-être à mes élèves. Là, j'accroche mon ego à la porte, là. Ben, faut que tu laisses chez vous, là. Pas plus que la porte. Exact. Il faut que j'aie cette vulnérabilité et l'acceptabilité que j'ai un coffre à outils comme enseignant. Il n'est pas complet. Puis le tien, tu as un coffre à outils aussi. Il n'est pas complet. Mais ça se peut qu'on n'ait pas les mêmes outils. Mais sais-tu quoi? Moi, je veux une diversité de stratégies pédagogiques parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va devenir meilleur collectivement. Mais ces pratiques pédagogiques-là doivent s'intégrer dans une culture où il y a des équipes collaboratives qui régulent les apprentissages que je te suggérais aux 2 semaines. Aux 2 semaines? OK. On enseigne des concepts, on se revoit dans 2 semaines, Pierre. Tu me dis comment ça va dans ta classe, je te dis comment ça va dans ma classe, puis après ça, à partir de là, on va ajuster nos stratégies. En François, pratique, François, c'est une autre rencontre là, qu'on ajoute à mon agenda. Non, ben, je suis tannant avec ça, mais là, écoute, dans le clavardage, ça va bien, hein, en passant, là. je le vois pas, là, mais bon, Non, mais je sens que ces questions-là arrivent aussi, là. c'est sûr. Mais c'est pas en plus de, c'est au lieu de. Au lieu de. Et OK. c'est ça la plus grande dérive. C'est que les gens pensent qu'on fait des caps à côté, puis après ça, on va enseigner. Non, 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 c'est la même affaire, là. Puis laisse-moi te proposer le secret le plus efficace, le plus important. Mais le secret. Ce qu'on tarde à travailler, c'est le curriculum viable et garanti. Ça, c'est le dinosaure qui se promène dans la classe. OK, attends, répète et explique ça, là. C'est quoi le curriculum viable et garanti? Viable et garanti. Il y a 2 notions importantes. Puis c'est pas moi qui l'ai inventé, là. Tu sais, les gens, ils me nomment le gourou, là, la grand-messe. Je suis un simple praticien. Je l'ai entendu, je l'ai appliqué dans 48 écoles. On est passé de 66 de taux de réussite à 90 de taux de réussite. Et les enseignants peuvent écouter Stat le soir, puis peuvent faire des promenades en famille les fins de semaine sans avoir à corriger. OK. Je le sais quand je le dis de même, c'est une potion magique, c'est du miracle, là. Je le sais, là. C'est facile en Simonac ton affaire, moi, là, tu sais, je veux dire. Non, non, c'est difficile. Ça prend Ouais. 4 à 5 ans. Mais je te dirais, ça, c'est viable et garanti. C'est Marzano qui nous amène cette réflexion-là, puis je vous invite à le consulter. Marzano, Saphir, Hattie le rappelle. Mais Le problème, c'est que le PFEQ puis la PDA sont trop ambitieux. Puis toutes les provinces au Canada, tous les programmes provinciaux sont, de par leur nature, un petit brin ambitieux. C'est correct. Ouais, mais là, si je t'écoute, puis j'entends d'autres, des résistants, mettons, ou qui, tu sais,
On est en train encore une fois de niveler vers le bas si on dit que le programme... Ouais, je l'ai entendu moult fois. Regardez bien. Est-ce que c'est rigoureux de couvrir un programme 1 cm d'épais, 1 km de large, en espérant que la majorité des élèves vont en prendre? Ou est-ce qu'il est préférable de choisir des ancrages qu'on va dédier temps, énergie, ressources pour que quand l'élève passe au prochain niveau scolaire, il est prêt pour ses apprentissages? Puis moi, là, c'est comme construire une clôture. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça. Mais quand on construit une clôture, la première chose qu'on fait, c'est qu'on installe les 4x4 dans du ciment solide. Ouais. Si je veux mettre des panneaux après, là, puis je n'ai pas des poteaux solides, ça ne tiendra pas. Puis t'es mieux de les mettre droites tout de suite parce que tu ne veux pas casser ton ciment. Tu veux-tu mettre un tuteur sur un érable de 100 ans? Oh. Alors, comme, tu sais, j'avais un prof d'univers social en secondaire. Moi, j'aime les écoles secondaires. J'accompagne les écoles secondaires. Là. Puis, tu sais, ils sont dans l'auditorium, puis ils sont assis dans le fond de la salle, puis ils ont leur ordinateur ouvert, puis ils font de la correction ou d'autres choses. Hein. Juste, puis là, je fais exprès, là, j'ai titillé, là. Puis là, à un moment donné, j'en ai eu un, justement, à Montréal, qui lève la main, puis il dit c'est bien le fun, ton affaire, là, monsieur, là. Tu sais, la réussite de chaque élève. Mais tu comprends-tu que moi, en secondaire 4, quand mes élèves arrivent en début d'année, là, je soupçonne qu'ils ont un niveau de lecture, bon, je vais être généreux, la 6e année. Tu penses vraiment que je peux les amener à l'épreuve ministérielle en fin d'année? J'ai répondu non. Parce que ce n'est pas en début de l'année de secondaire 4 qu'on prépare les élèves à l'épreuve ministérielle en secondaire 4. C'est quand on les reçoit. Et donc, le curriculum viable et garanti, il y a deux concepts, je reviens là-dessus. Viable, ça veut dire que les enseignants qui sont appelés à l'enseigner considèrent qu'ils ont assez de temps pour que tous les élèves l'apprennent. Pour moi, ce n'est pas nivelé vers la Il n'est bas. clairement pas viable. Ben, c'est ça, je te dis, il ne l'est pas. C'est ça. OK. Puis, on est-tu d'accord qu'il laisse l'interprétation? Pas mal. Assois 4 profs, lis une compétence, puis essaie de trouver un commun accord sur ce que ça veut dire. Je vais te dire, ça va te prendre du temps. Là. Ben, juste dans ton évaluation que tu disais, là, on le voit, là. D'où la variance de 25 points de pourcentage. C'est ça, exact. C'est-tu à faute des enseignants, sont antiprofessionnels, ça n'a On n'est rien pas à là. voir. On n'est On n'est pas là. Moi, je ne suis pas On n'est pas là, mais des... on n'est pas là, mais on a le dos large quand même. Tu sais, je veux dire, la pierre, on la reçoit pas mal souvent dans notre cours. Ben oui, on accuse les profs qui réussissent à amener pas les... Mais ils n'ont pas les conditions pour le faire. Alors, viable, ça veut dire que les enseignants qui vont l'enseigner considèrent qu'ils ont... Puis on y va par étapes. Du 5 septembre au 15 novembre, on va s'asseoir ensemble. On va dire, OK, qu'est-ce qu'on veut qu'ils apprennent à la fin de la première étape? Et là, ils vont faire une liste à faire. Puis celle-là va être viable parce que c'est les enseignants qui décident, ce n'est pas le ministère qui l'impose. Ça, c'est la première chose. C'est peut-être là l'outrepasser la LIP. Ah, peut-être. Oui. Parce que j'ai eu un commentaire sur les différents groupes Facebook. Oui. Et là, je viens d'allumer, c'est peut-être ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit, il nous suggère, je ne me souviens plus du terme, d'outrepasser la LIP. Là, tu es peut-être en train de dire, écoute, les profs de 5e année du primaire de cette école-là sont 4, ils s'assoient. Première étape, on veut que ça soit su. Et si on y va comme ça, c'est pas clair que, si je suis ton affaire, c'est pas clair qu'à la fin de l'année, on va avoir vu le programme de maths. Bon, bien, allons-y là. Allons-y là. Sais-tu quoi, Pierre? Le secret de mieux garder les enseignants, là? Ils font déjà ces choix-là. Ils font déjà des choix de pondération dans leur salle de classe sur la valeur qu'ils vont donner à certains apprentissages versus d'autres. Tu l'as fait, je l'ai fait. À un moment donné, tu enseignes Non, François, moi, j'ai jamais fait ça. OK, on pose une autre question. Pierre, c'est ça. Quand tu fermes ta porte, tu es le roi de ton royaume. Et tu décides que tu vas prendre du temps. Puis avec raison pour certains profs. Mettons que tu enseignes un concept, là, puis tes élèves, tu vois qu'ils ont des défis, là, tu passes plus de temps là-dessus là, avec eux autres. Ben, on ne pourra pas passer à d'autres choses si on peut pas passer, si on finit Alors, pas là. si tu passes du temps là-dessus, là, il y a quelque chose qui va sauter plus loin. Là. C'est la nature des choses. Ça se peut qu'on ne voit pas le cercle cette année. Là. Je suis de même, moi, là, puis je dis rien. Non, je dis ça de même aussi. Là. Puis ça se peut-tu des fois qu'on ajoute des affaires dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois qui nous intéressent, puis que tu n'as peut-être même pas dans le programme? Ça se peut aussi.
sais, moi, je suis allé à Paris l'été passé, là, j'ai visité des musées, c'est extraordinaire. J'aimerais ça montrer ça à mes élèves, c'est d'intérêt. Je sais que je suis prof d'éducation physique, mais je peux-tu juste faire une semaine là-dessus? Les élèves, ils aimeraient ça. Bon, Et j'exagère. les élèves aiment ça. Ils aiment ça, exact. Parce que moi, je fais de la robotique, moi. Mais moi, je n'ai pas de C'est- problème avec la robotique. Je n'ai pas de problème avec les photos de Paris. Mais revenons un peu en arrière. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que les élèves doivent apprendre de ça? Et Ah, mais c'est je c'est. comprends, François, mais c'est parce que de temps en temps, ça fait baisser la pression. Oui, oui, Tu sais, on jase de plein de choses. Là, les élèves vont sortir. Ah ben moi, mon grand-père, c'est un Français. Là, on part sur des choses incroyables. Il y a des liens ah, qui se créent. Je connais plus mes élèves. Là, il y en a qui se délient la ah, langue puis je parce que. néglige pas ça, là. Je néglige pas ça. Ça, c'est une partie qu'il faut avoir. Et donc, d'autant plus l'idée que tu es en train de gruger du temps d'apprentissage pour ces choses-là qui sont significatives en passant. Je ne néglige pas ça. Mais OK. ça t'empêche d'amener à des concepts importants que tu veux passer dans le programme. Pas Ça, juste passer, mais tu veux que les élèves maîtrisent. ouais. Alors, ce n'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Tu sais, il y a la tyrannie du ou et il y a la beauté du et. Ouais, mais quand tu mets le et, mathématiquement, c'est un plus. Oui, et donc, tu as juste tant de temps, là. C'est ça? Et je dirais que la salle de classe au Québec actuellement est attaquée en termes de temps d'apprentissage. Parce qu'un autre corrélat des écoles efficaces, c'est le temps préservé à l'apprentissage. OK. Là, je vois, je regardais l'heure, puis ça va vraiment trop vite, puis je vais tout de suite te réinviter à l'automne, OK, pour reparler d'expériences vécues, mettons, tu sais, bon. Mais il y a un mot que ben, en fait, il y a des expressions que tu dis depuis le début de l'entrevue. École performante, efficace. Ah, ah, Moi, oui, je là, sais, je sais. prof dans ma classe, ça commence un petit peu à ça me met un peu de pression. Qu'est-ce que ça veut dire une école performante et ou efficace? On est encore dans le et ou, là, mais parce que là, on est là-dedans, là, les données probantes, les techniques efficaces. Là, ça commence à être galvaudé aussi, puis on commence à être tanné, puis on est à veille de perdre des gens avec cette affaire-là. C'est quoi une école performante et ou efficace? Ben écoute, il y a évidemment le mouvement des écoles efficaces. Le terme efficace vient de la recherche des années 60, qui encore aujourd'hui a la même valeur. Et efficace veut dire de développer nos élèves pour qu'ils aient les contenus, les compétences, les attentes nécessaires pour faire des choix judicieux dans la vie. Et ça veut dire le diplôme d'études secondaires. Point à la ligne. Et donc, comment on s'organise autour de ça? Comment on s'organise pour que nos élèves, année après année, développent les habiletés, les contenus, les savoirs qui vont leur servir l'année suivante? C'est ça une école performante. C'est une école qui planifie la réussite des élèves au lieu de diagnostiquer les élèves. Là, je viens de t'amener à une autre heure, si tu veux. Là. Ouais. Parce que l'enseignant en salle de classe actuellement, puis vous n'êtes pas sans savoir, on a la discussion, là, on va se dire franchement, là, le Québec est une des provinces qui ségrègue le plus ses élèves par des projets particuliers, par le financement des écoles, par l'identification très tôt des élèves. Moi, j'ai une enseignante la semaine passée avec toute la bonne volonté du monde et les meilleures intentions au Presco qui avait 20 élèves et recommandait d'ores et déjà 16 plans d'intervention. Tu sais, j'étais sur la colline avant-hier, puis le syndicat était là avec les rouges, verts, jaunes là, pour parler de la composition de la classe. La composition de la classe est toujours la même depuis 50 ans. Sauf une chose. Il y a 50 ans, là, les rouges, là, on les sortait de l'école. Allez-vous-en. Là, on les garde. Là, c'est le défi qu'on a. Une école performante, là, ça propose aux élèves des attentes élevées et qui croient que tous les élèves peuvent les maîtriser. Est-ce que tu penses que ces rouges-là, bon, mettons, que ce soit des élèves en très grande difficulté, des comportements plus ou moins adéquats, tout ça, si on travaille en collaboration, puis on enlève le mot mes élèves, l'expression mes élèves, et qu'on mette nos élèves, peut-être que, par exemple, moi, j'ai plus de facilité avec un certain type d'élèves. Moi, j'aime ça.
les petits gars qui brassent un peu. Sérieux, là? Moi, j'aime ça. Tu sais, ça met de la vie dans la classe, tu sais. Puis il vient un temps où est-ce qu'on est capable de faire quelque chose ensemble, on arrive à des. Mais avant qu'ils apprennent quelque chose, il faut régler d'autres choses. Là. On s'entend là-dessus, là, tu sais, bon. Puis des fois, ça dérange le reste de la classe. La collaboration, si la culture de la collaboration entre dans nos écoles, on a réglé, je ne dis pas tout, mais une partie du problème. Ben, c'est pas moi qui le dis. C'est la recherche qui le dit. C'est pas moi qui le dis non plus, c'est une question. Mais la recherche en éducation est claire là-dessus. Puis je vais revenir aux méta-analyses de AT. Puis je sais que vous avez eu la conversation avec Stéphane sur la méthodologie et tout le restant. Là. Mais peu importe. Là. Qu'on fasse un ranking ou non, il y a des affaires qui marchent. Puis une de ces choses-là, le constat, même après 14 ans plus tard de la première application, c'est la notion d'efficacité collective. C'est pas mes élèves et tes élèves, c'est nos élèves. Et je sais que c'est simpliste en le disant ce soir, je n'ai pas assez de temps pour développer toute cette idée-là, mais sachez une chose, c'est que quand on a un enseignement universel efficace, en palier 1, où les enseignants ont le temps d'échanger sur leur stratégie pour mieux servir les élèves, ils ne sont pas seuls, on peut amener minimalement 80 de nos élèves à maîtriser les apprentissages. Ce n'est pas le cas actuellement. Et par le fait même, on pousse les élèves vers le palier 2 et le palier 3. Fait que quand tu as 30-40 de tes élèves en plan d'intervention, tu es une école en crise. Tu cherches des ressources, tu cherches de l'aide, tu cherches à homogénéiser tes classes, tu cherches à réduire le nombre d'élèves dans tes classes avec justification. Je ne blâme pas les profs quand je dis ça. Ce n'est pas la faute des profs, c'est la faute. Notre ministre, nous autres, en Ontario, en 1998, il a eu la brillante idée suivante. On va terminer là-dessus. Il dit si vous trouvez des élèves en difficulté, on va vous envoyer des ressources et de l'argent. Qu'est-ce que tu penses qu'on a fait? On a trouvé. On a monté ça à 40 de plan d'intervention. On avait des ressources, c'était pas plus efficace. On s'enfargeant pour nous autres. 2 questions avant de terminer. Il y a Marc-André Vire dans la conversation qui dit qu'une équipe de leadership de 10 personnes, est-ce trop de personnes, direction CP, enseignant? Bien, encore une fois, ça dépend de leur engagement et de leur responsabilité multiple. Il faut y dédier un temps. Là. Fait que si tu es 10 personnes, ça veut dire que ces 10 personnes-là, d'abord, ils ont un intérêt, puis un engagement, puis ils sont prêts à laisser des choses de côté pour s'investir là-dedans. Fait que non, c'est pas trop. Il faut juste. Ça dépend de la grosseur de l'école aussi, là, mais bon. C'est ça, mais en fait, il me semble que plus ton équipe de leadership est impressionnante, mettons 10 personnes, oui. Plus ton noyau et ta culture va être forte, tout dépendant du monde des personnes qui il y a une plus grande mobilisation. Exact. On se comprend, là. Oui, tout à fait. fait. Deuxième question. Combien de temps on doit permettre à la CAP, de se mettre en place et de voir des changements? Je te dirais que ça, la question me revient souvent. Puis je te dirais, on n'est pas patient en éducation, hein? Mais ça prend 5 ans. 5 ans. De constance. De régularité, d'implacable régularité à venir en. Mais je te dirais, là, actuellement, là, parce que ça fait depuis 2015, je travaille dans les écoles québécoises, là, après 2 ans et demi, là, je te dirais que les écoles qui se sont investies totalement, là, ils ont réduit les écarts presque à rien. L'école l'accueille en Scott, là, Annie Gay et son équipe, là, eux autres, là, ils roulent comme une machine. Tu arrives dans cette école-là, tu ne fais pas ce que tu veux. Là. Je suis désolé, tu n'as pas de liberté, je suis désolé. Mais tu as une autonomie professionnelle. En fait, on te l'impose. On veut que tu contribues ta compétence à évoluer, à nourrir la sagesse collective. Tu sais? Mais tu arrives dans cette école-là, tu dis OK, Pierre, OK, tu t'en vas en 3e année. C'est ça que les élèves doivent apprendre en ce moment. Ne t'inquiète pas pour la planif, on l'a fait. Enseigne-les comme tu veux. En fait, on veut que tu aies des stratégies multiples. On veut que tu t'éclates. On veut que tu sois créatif. Parce qu'on veut voir s'il y a des stratégies nouvelles que tu apportes à notre milieu qui pourraient mieux servir nos élèves. Oui, peut-être en fait que mes méthodes ont un impact plus important que ce que l'équipe a déjà. Là. Exact. Puis je veux ça. Je veux que ça émane ça. Mais ce qui doit demeurer garanti, et je vais terminer avec la CAP, la garantie qu'on fait aux parents. Ça n'a pas d'importance l'enseignant que votre enfant va avoir cette année.
en troisième année mathématiques, en secondaire 4 mathématiques, les élèves vont avoir accès aux mêmes apprentissages et aux mêmes critères d'évaluation. Ça, c'est la garantie. Est-ce qu'on devrait, j'ai une petite question vite, là, qui vient de me popper. Est-ce qu'on devrait transformer certains enseignants en spécialistes au primaire? Tu sais, moi, j'ai mon dada, là. Moi, je préfère les maths que le français. J'ai des collègues qui sont dada français plus que les maths. Pourquoi on ne fait pas profiter au plus grand nombre d'élèves cet engouement pour une matière? Bien, je vais te répondre comme direction d'école. Si tu pars, mon plan vient s'effondrer. Et donc, moi, quand je parle du palier 1, là, c'est de l'enseignement, c'est des pratiques universelles que je veux instaurer chez tous mes enseignants. Je te parle comme direction d'école, OK? Je ne te parle pas comme enseignant, je te parle comme direction d'école. Fait que j'ai un souci de dire, je comprends, Pierre, puis peut-être tu vas vouloir aller dans une nouvelle école pour des nouveaux défis, tout ça. Mais si tu pars, moi, je perds mon champion en français et tout s'effondre. Et là, il n'y a pas de pérennité. C'est qu'on devienne champion dans toutes les matières à un certain niveau. Qu'on devienne expert dans certaines pratiques universelles. Et notamment, répondre aux 5 questions. Clarté sur les intentions pédagogiques. L'utilisation de critères d'évaluation pour mesurer, observer, suivre les élèves. Je ne t'ai même pas parlé d'auto-évaluation et évaluation par les pairs chez les élèves encore. Non. Mais les CAP existent pour ça. Et on n'en voit pas assez encore. Il faut que l'élève prenne en charge son apprentissage. On va terminer là-dessus parce que je pense que tu n'avais pas parlé de la 5e question. C'est qu'est-ce que nos élèves vont apprendre? Comment on va savoir qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ont appris? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui n'ont pas appris? Et la dernière question? Quand on arrive à la fin d'une étape, les 4 enseignants s'assoient ensemble et posent la question: quelles sont les stratégies que nous venons d'utiliser qui ont amené un plus grand nombre d'élèves à progresser, à réussir? Et ça, on met ça dans notre carnet pour le rappeler. François Massé, merci pour ton temps. C'est vraiment génial d'avoir été avec nous ce soir. Puis là, on n'a pas parlé des commentaires que j'ai reçus à la suite de la publication de ta venue à mon émission. Semble-t-il que tu as même fait partir une enseignante plus tôt à la retraite. Là. Ça a l'air que c'est intense. Là, ça. C'est correct. Je sais que ça arrive. Ça arrive. Ouais, ben, je pense qu'il y a plus que ça. Et je dirais, Pierre, qu'il y en a qui ont resté 10 ans après leur date de retraite parce qu'ils ne voulaient plus quitter leur équipe. Il y a ça aussi, mais on ne les entend pas, ceux-là. Puis peut-être aussi, puis je ne suis pas dans le jugement de la dame là, non plus. Là, on n'est pas là. Je n'ai jamais été là-dedans non plus, ceux qui me connaissent. Merci, François. Écoute, j'ai le goût de te réinviter à l'automne pour une 6e saison de sortie de classe. Merci pour ton travail. Merci d'avoir été là. Tu as été très généreux. Et puis, vous savez, gang qui nous écoutez, il y a eu des bons commentaires. Merci, très intéressant. Excellente rencontre. On va regarder les commentaires ensemble. Puis, si on peut répondre plus tard, François, on le fera. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Dernière sortie de classe la semaine prochaine. Oh là là, écoute, 5e saison. Ça a été toute une année. Merci de partager. Merci d'écouter en podcast. Merci d'avoir été là. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci, François. À la prochaine. Merci, Pierre. Plaisir. J'ai oublié où est-ce que... Ah oui, c'est là. Ciao, bye. Salut.